dans les hauteurs des collines enneigées et couvertes de pins de Wisteria Falls, dans l'Oregon, une femme en uniforme a garé son camion sur le bord d'une route gelée, ignorant qu'elle était à quelques secondes de rencontrer un fantôme de son passé. Allongé dans la neige, respirant à peine, se trouvait un berger allemand blessé. Ses yeux étaient fixés sur elle, non pas par peur, mais par quelque chose d'autre, d'une familière obsession. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez l'émission. Indiquez votre pays dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire va se propager. Si vous croyez aux secondes chances, si vous croyez que même un chien brisé peut se souvenir de l'amour, alors abonnez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait vous marquer plus longtemps que prévu. Le froid à Wisteria Falls était de ceux qui s'installaient jusqu'aux os. Ce n'était pas seulement la température, c'était le souvenir, le silence, le temps qui s'écoulait lentement sous un ciel chargé de neige. Nichée dans les collines couvertes de pins du nord de l'Oregon, la petite ville avait depuis longtemps adopté l'isolement paisible qui accompagnait chaque long hiver. Les routes disparaissaient sous le givre poudreux, et les conifères se dressaient telles des sentinelles silencieuses de chaque côté du col sinueux menant à la forêt nationale de Wisteria. La shérif Emily Carter conduisait seule ce matin-là, son SUV, fourni par le service, craquait lentement sur le gravier verglacé. Il était tôt à peine 6h30 et le soleil n'était qu'une faible traînée dorée derrière un épais voile de nuages. La neige flottait légèrement sur son pare-brise, effleurant l'habitacle comme des fantômes. Le chauffage soufflait doucement, mais Emily avait quand même entr'ouverte sa vitre. Elle avait besoin de la piqûre de l'air froid contre sa joue, cela l'aidait à se calmer, l'empêchant de se noyer dans le courant de la journée. Elle portait son uniforme complet vert foncé à bordures argentées, l'insigne épinglé sur sa poitrine gauche, le même qu'elle portait depuis 16 ans. Grande, élancée, forte, elle restait, surtout, immobile. Elle avait cette présence qui attirait l'attention sans même la demander, posée, toujours attentive. Ses cheveux, autrefois d'un châtain vif, s'étaient ternis au fil des ans pour devenir plus bronzés. Ils étaient noués en un chignon sévère sous son chapeau de shérif. Seuls de légers plis autour de ses yeux trahissaient l'usure du temps. Elle ne parlait pas à la radio. Elle ne fredonnait pas la radio. Le seul bruit était le craquement étouffé des pneus sur la glace et le souffle du vent dans les conifères. C'était un jour où Emily refusait habituellement de travailler. Chaque 3 février depuis 5 ans, elle prenait congé, s'enfermait chez elle et laissait les souvenirs l'assaillir en privé car 5 ans auparavant, jour pour jour, son fils de 6 ans, Tyler, était mort noyé sous un lac gelé dans la vallée voisine alors qu'elle était de service. Un simple appel l'avait tiré du pique-nique, et à son retour, il était trop tard. Tyler avait été la lumière de sa vie, et avec son départ, cette lumière n'était jamais revenue. Son rire avait d'abord disparu, puis son appétit, puis sa capacité à dormir sans rêver d'eau glacée. Elle n'avait pas fêté d'anniversaire ni de vacances depuis. Les gens en ville lui laissaient de l'espace, ils murmuraient son nom plus doucement maintenant. Certains la qualifiaient de froide, d'autres de forte, mais seule Emily savait la vérité, elle n'avait plus vraiment vécu depuis ce jour. Cette année, elle ne pouvait pas disparaître. Le service manquait de personnel et son absence laisserait un vide. Quelqu'un d'autre devrait la remplacer, alors elle accepta d'emprunter la route du Nord, le circuit de patrouille le plus calme et le plus isolé. Pas de touristes à cette époque de l'année, au juste des serres, de la neige et des arbres trop hauts pour être abattus. Alors qu'elle traversait le passage étroit près de Cold Creek, le regard d'Emily se porta sur la lisière des arbres. Un banc de brouillard s'installait bas, enveloppant le sol gelé, s'enroulant comme de la fumée autour des racines des sapins. Son esprit vagabondait, elle essayait de ne pas le laisser faire, mais chaque arbre lui rappelait les bois derrière son ancien jardin, chaque parcelle gelée aurait pu être le lac. Puis elle le vit. Au début, ce n'était qu'une ombre, à peine distinguable des broussailles et du givre. Mais à mesure que ses yeux s'habituaient et que le SUV avançait lentement, la forme devint plus nette en mouvement, quoique à peine, un chien. Il trébuchait depuis la lisière des arbres, le corps décharné, chaque pas traînant comme si ses pattes avaient oublié comment le porter. La neige s'accrochait à sa fourrure emmêlée, et une traînée sombre partait de sa patte arrière. Son pelage, autrefois épais et noble, était maintenant un patchwork de glace et de poussière,
de la couleur indéniablement celle d'un berger allemand, bien que presque noyé sous la crasse. Émilie freina lentement, ramenant le véhicule sur le bas-côté. Ses doigts planèrent sur la poignée de portière, le souffle coupé. Le chien ne l'avait pas encore vu ou peut-être l'avait-il vu et s'en fichait-il. Il continuait d'avancer, se traînant vers la route avec une étrange détermination, comme s'il ne fuyait pas quelque chose, mais le cherchait. Puis il s'arrêta. La tête légèrement relevée, une oreille crispée, le regard non pas farouche mais épuisé, rivé au véhicule. Lentement, il commença à boiter droit vers elle. Émilie fixait le paysage, figé, non pas par le froid, mais par quelque chose d'autre, un vieux truc familier qu'elle ne pouvait encore nommer. Elle sortit du SUV, la neige crissant doucement sous ses bottes. Le froid s'engouffra dans son col, mais elle le remarqua à peine. Son souffle s'accumula devant elle tandis qu'elle s'approchait du chien, maintenant recroquevillé au milieu de la route, les flancs se soulevant et s'abaissant d'épuisement. Elle s'accroupit, la main tendue, paume vers le bas où chaque mouvement était réfléchi. Son badge brillait faiblement dans la lumière grise tamisée. Le chien ne grogna pas. Il ne recula pas. Il la regarda simplement, le regard terni par la faim et la douleur, mais calme. Elle s'approcha et finit par l'atteindre. De loin, elle le voyait plus distinctement, un berger allemand mâle adulte, décharné jusqu'à devenir squelettique. Son pelage, autrefois probablement un mélange de zibeline et de noir, était maintenant emmêlé, couvert de givre et de ronces. Une patte arrière était maladroitement repliée sous lui, la fourrure autour de l'articulation noircie de sang séché. La main gantée d'Émilie effleura doucement la fourrure emmêlée. Pas de tressaillement, pas de tension, juste une soumission silencieuse. Puis elle le vit, une bande de cuir déchirée autour de son cou, un collier. Elle se pencha, enleva la glace et la crasse du bout des doigts et lut l'étiquette en laiton éraflé au point d'être méconnaissable au premier abord, mais lorsqu'elle l'inclina vers la faible lumière du matin, un mot faible lui coupa le souffle, rangé. Le monde se brouilla l'espace d'une seconde. Aucun doute. Ce nom s'était gravé dans son cœur des années auparavant. Des souvenirs la submergeaient, l'odeur d'antiseptique et d'haleine de chiot, la petite silhouette blottie contre la poitrine de son fils, le rire de Tyler quand Rangé lui avait léché le nez. Ce rire revint comme du vent à travers du verre brisé. 5 ans s'étaient écoulés depuis la descente de drogue dans les forêts au nord de Wisteria. Ils avaient alors découvert le camp abandonné, jonché d'aiguilles et de bidons d'essence, et dans un coin, 3 chiots à peine vivants dans une cage grillagée. Émilie en avait accueilli un pour la nuit, avec l'intention de le déposer au refuge le lendemain. Mais Tyler était tombé amoureux du berger allemand bagarreur, l'avait baptisé Rangé et lui avait dit qu'il était un super-héros déguisé. Elle ne pouvait pas refuser. Pendant 6 mois, Rangé avait vécu avec eux grandissant vite, intelligent, alerte, toujours collé à Tyler. Puis l'unité canine du comté lui avait proposé quelque chose, Rangé avait obtenu des résultats presque parfaits aux évaluations de tempérament et d'obéissance. Émilie s'était convaincue que c'était la bonne décision. Tyler avait pleuré, mais avait finalement accepté s'il pouvait rendre visite à Rangé après l'entraînement. Il n'en avait jamais eu l'occasion. Tyler est décédé 3 semaines plus tard et Rangé a été muté hors du comté. Elle ne l'a jamais revu. Jusqu'à maintenant. Émilie prit le chien dans ses bras, lentement, avec précaution. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé au 15, peut-être 20 kilos mais inerte, tout en confiance. Elle l'enveloppa dans la couverture de laine de la banquette arrière, la mâchoire serrée pour contenir le flot d'émotions qui lui pesait sur les côtes comme un raz-de-marée. Doucement, elle le déposa sur le siège, à côté de la photo qu'elle n'avait pas bougé depuis des années froissées, les coins mous à force de la manipuler. Sur cette photo, Tyler était assis en tailleur dans leur jardin, les bras autour d'un chiot Rangé tout doux dont les oreilles étaient encore trop grandes pour sa tête. Tous deux souriaient comme si le monde était fait pour eux. Elle le fixa, les yeux brûlants. « C'est pour ça que tu es revenu, murmura-t-elle. Rangé remua légèrement, pas tout à fait conscient, mais pas complètement inconscient non plus. Son oreille frémissait à sa voix. Émilie posa la photo sur le siège à côté de lui, puis grimpa côté conducteur et tourna le contact.
Elle conduisit en silence pas seulement celui de la neige, des pins et de la route déserte, mais celui qu'il habitait comme une pièce fermée à clé depuis cet après-midi au lac. Aujourd'hui, quelque chose s'était fissuré. Pas encore ouvert, mais fissuré. Elle jetait sans cesse des coups d'œil dans le rétroviseur tout en conduisant, sans jamais quitter des yeux la silhouette cabossée, recroquevillée sur la banquette arrière. Rangé était emmitouflé dans l'épaisse couverture de laine, respirant faiblement mais régulièrement. De temps à autre, un léger son mi-gémissement, mi-souffle s'échappait de son museau. La neige s'était éclaircie jusqu'à devenir une fine poussière, et les routes traversant Wisteria Falls brillaient faiblement sous la pâle lumière hivernale. Plus loin, la clinique vétérinaire se dressait au bord de Main Street, un bâtiment bas et lambrissé promettant un refuge et peut-être, enfin, une seconde chance. Un bâtiment avec un auvent affaissé et une enseigne, santé et sauvetage animalier Wisteria, peint en vert patiné, se dressait devant elle. Une statue de chien en céramique bleue se dressait près de la porte, le nez ébréché par la grêle et le verglas. Émilie s'arrêta devant, laissa tourner le moteur et sortit. Elle ouvrit la portière arrière et prit doucement Rangé dans ses bras. Il gémit doucement, mais ne résista pas. À l'intérieur, l'air chaud la frappait comme un mur, imprégné d'une odeur d'antiseptique, de fourrure et de légères traces de bois de cèdre provenant du nettoyant au pain utilisé par la clinique. La salle d'attente était petite, bordée de chaises dépareillées et d'une table basse sur laquelle étaient empilés de vieux magazines. Le bureau de la réception était vide. À peine Émilie était-elle entrée qu'une voix s'éleva du couloir, à tout de suite. Un instant plus tard, un homme apparut de l'arrière-boutique. Il avait la quarantaine, était grand et mince, la peau terreuse, et ses yeux pensifs et enfoncés, encadrés de rides d'expression qui n'avaient pas beaucoup ri ces dernières années. Ses cheveux noirs bouclés commençaient à virer au gris aux tempes. Il portait une blouse bleu marine sous un gilet polaire délavé, un stylo coincé derrière l'oreille, et affichait un calme éprouvé, comme s'il avait appris depuis longtemps à respirer régulièrement, tempête après tempête. Malik, demanda Émilie d'une voix douce mais ferme. C'est moi, dit-il en s'avançant. Et vous êtes le shérif Carter. Je vous ai déjà vu. Son regard se posa sur le paquet qu'elle tenait dans ses bras, et son expression changea aussitôt, son masque professionnel s'effaçant un instant, l'inquiétude s'insinuant sous ses traits. Faisons-le entrer, dit-il. Ils entrèrent dans la salle d'examen. Malik tint la porte ouverte tandis qu'Émilie déposait délicatement Rangé sur la table capitonnée. Il commença à défaire la couverture avec précaution, ses doigts gantés gesticulant avec une expertise discrète. Alors que la fourrure et le tissu s'écartaient, l'état du chien se révéla pleinement. Malik marqua une pause. Zut, murmura-t-il dans un souffle. Une patte arrière était enflée, percée de profondes marques de morsure le long de la hanche, recouverte de sang séché. Une entaille ouverte près de l'épaule, nette mais longue, ressemblait à une déchirure de griffes ou de pierres pointues. Des côtes saillaient sous une fourrure emmêlée, et une traînée d'échymose courait le long de son flanc. Ce chien a vécu l'enfer, dit Malik à voix basse. Attaque d'un prédateur ou peut-être un coyote ou quelque chose de plus gros. Et à en juger par l'infection, il marche sur cette patte depuis des jours, voire plus. Émilie se tenait silencieusement près de la porte, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée. Il s'appelle Rangé, dit-elle. Il était à moi. Malik leva les yeux, quelque chose se dégageant de son calme apparent. Avant? Je l'ai trouvé lors d'une descente il y a 5 ans. Il a vécu avec moi et mon fils pendant un certain temps avant de suivre une formation canine. Nous l'avons perdu de vue après cela. Malik hocha doucement la tête, sans chercher à s'immiscer. Il reporta son attention sur Rangé et commença à nettoyer les blessures. Tout en travaillant, ses mouvements restèrent réguliers et précis, cliniques et pourtant réconfortants. Il a eu de la chance que vous l'ayez trouvé à temps. Sa jambe est infectée. Je vais commencer à lui donner des fluides, des antibiotiques, des analgésiques. Ensuite, on fera une radio pour vérifier s'il y a des fractures. Émilie hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. Elle resta un moment sans quitter Rangé des yeux. Aucun des deux ne parla.
Ce fut Malik qui rompit le silence. Ma femme est morte là-bas, dit-il soudain, sans lever les yeux. Émilie cligna des yeux. Je suis désolé. Dans la forêt, il y a 3 ans. Accident de randonnée. Un éboulement. Sa voix était basse mais claire. C'était une biologiste, elle préférait la nature sauvage aux villes. J'ai essayé de la ramener. Sa voix s'interrompit, finissant le bandage de la jambe de rangée. Émilie ne savait pas quoi dire. Le silence qui suivit n'était pas gênant, c'était celui qui naît entre 2 personnes qui savent ce que signifie perdre quelqu'un et survivre après, pas complètement guéri, juste debout. Je suis désolé, dit-elle finalement, pensant chaque mot. Malik hocha légèrement la tête. Je ne dis pas ça par compassion. C'est juste que, je sais à quoi ressemble le deuil. Émilie baissa les yeux, les mains légèrement crispées. Il est revenu aujourd'hui, dit-elle. Aujourd'hui aurait dû être le 11e anniversaire de mon fils. Malik leva à nouveau les yeux, et cette fois son regard croisa le sien et le soutint. Ils se tenaient là, 2 personnes aux vies et aux cicatrices différentes, mais à cet instant précis, le même poids pesait sur leurs épaules. Rangé laissa échapper un léger gémissement et remua légèrement. Son état est stable, dit Malik. Laisse-moi le surveiller quelques heures. Si tu veux, tu peux attendre devant. Il y a du café ou du mauvais café, mais il est chaud. Émilie esquissa un léger sourire, le premier depuis des années. Je reste, dit-elle en tirant une chaise près de la table. Malik hocha doucement la tête, puis quitta la pièce sans un mot de plus. Assise à côté du chien blessé, Émilie observait sa poitrine se soulever et s'abaisser. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une photo. Elle la déposa délicatement sur la table, près de la tête de rangée. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Dehors, le vent commençait à se lever, secouant les avant-toits. Mais à l'intérieur de la clinique, pour la première fois depuis longtemps, Emily Carter sentit la faible chaleur de quelque chose qui dégelait. Des bacs en plastique scellés mais déformés par le froid bordaient le mur du fond, chacun contenant des cartons vides étiquetés d'obscurs codes de série. Malik entra derrière elle, un masque sur le visage. Instinctivement, il murmura, « Ce n'est pas juste du vieux diluant à peinture. C'est de l'acétone, de l'éther, et probablement aussi des dérivés du nitrate d'ammoniac. Quelqu'un a préparé un produit volatile ici très récemment. » Émilie fronça les sourcils. Un laboratoire de drogue, peut-être. Ou d'explosifs. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas abandonné, pas complètement. Ils cherchèrent en silence pendant encore 15 minutes, prélevant des échantillons avec des gants et des sacs. Rangé resta à la porte, sur ses gardes, comme s'il attendait le retour de quelqu'un ou de quelque chose. « Je croyais que cet endroit avait été nettoyé il y a des années, » dit Malik. « N'y a-t-il pas eu un raid ici en 2017 ?» Émilie hocha la tête. « Nous avons inspecté la plupart de ces cabanes, mais celle-ci n'était pas cartographiée. Elle aurait pu être construite après, ou dissimulée au radar. » Ils partirent juste au moment où les nuages commençaient à s'épaissir, le ciel s'assombrissant à l'approche du soir. De retour dans le SUV, Émilie appuya la tête contre le volant un instant, réfléchissant. Rangé était allongé derrière eux, les yeux fermés mais sa queue tapotant doucement le siège. Malik jeta un coup d'œil de côté. « Tu crois qu'il se souvenait de cet endroit ?»« Je ne sais pas, » dit Émilie, « mais je pense qu'il est revenu pour une raison. » Il y eut un long silence, seulement rempli par le vrombissement des pneus sur la terre gelée. « Tu lui fais confiance ?» demanda doucement Malik. « Je l'ai toujours fait » répondit-elle. Dehors, la forêt s'éloignait derrière eux tandis que la neige recommençait à tomber, douce et silencieuse, effaçant leurs traces avec une précision silencieuse. Le lendemain matin, Émilie était assise à sa table de cuisine, rangé somnolent à ses pieds. Le café dans sa tasse avait refroidi depuis longtemps, oublié tandis qu'elle fixait le vieux collier qu'elle avait récupéré dans le sac de preuves sur son bureau. Il était fissuré, l'étiquetant les tons ternis par le temps et les intempéries, mais incrusté dans la doublure intérieure se trouvait quelque chose d'inattendu, un module GPS vieillissant, pas plus gros qu'une pile bouton.
Il avait été intégré là pour le suivi pendant la formation canine de rangée. Il avait survécu, et peut-être, contenait-il encore des données. Elle fit appel à un ancien collègue, l'adjoint Ben Navarro, un trentenaire affable et féru de technologie qui travaillait désormais comme administratif au service de répartition du comté. Ben avait l'air débraillé, des cheveux bouclés et détachés, toujours à la recherche d'une coupe, des lunettes à monture métallique qui glissaient sans cesse sur son nez. Mais il avait l'esprit vif et toujours 3 coups d'avance. Il était connu au service comme celui qui pouvait pirater un grille-pain s'il avait un port. Ben la retrouva au poste de police 1 heure plus tard, apportant un ordinateur portable usé par les intempéries, avec un câble convertisseur de données qui pendait déjà sur le côté. Cet objet a l'air préhistorique, dit-il en examinant le GPS, mais il pourrait encore contenir quelque chose, tout dépend si la puce est corrodée. C'est tout ce que j'ai, répondit Emily. Il fallut près de 30 minutes, mais soudain, sur l'écran granuleux, une série de coordonnées se mit à défiler. Certaines étaient anciennes, datant de plusieurs années, mais la dernière localisation enregistrée était différente, à 70 mètres au sud-est, dans un bassin montagneux isolé appelé Eagle Draw. Emily reconnut immédiatement le nom. C'était le lieu d'une enquête désormais close, un réseau de trafic d'animaux au marché noir qui opérait au cœur des montagnes sous le couvert d'une réserve de chasse privée. Elle se souvenait parfaitement de l'opération, ils avaient perquisitionné le site 5 ans auparavant, arrêté 6 personnes et libéré plus de 30 animaux exotiques. L'affaire avait été bouclée trop vite. C'est de là qu'il vient, murmura-t-elle en désignant les derniers bips. Pas de là où il a fini, mais de là où il a commencé. Ben se pencha. Peut-être que quelqu'un l'a ramené là-bas après avoir quitté le programme canin. Mais pourquoi? Elle ne répondit pas. Le nœud dans son estomac commençait à se resserrer. 2 jours plus tard, Emily et Rangé, plus fort, mais toujours prudemment avancés, se mirent en route vers Eagle Draw. Elle ramena Malik, à sa demande, mais cette fois, il semblait mieux préparé. Il portait une parka plus épaisse, avait emporté du matériel de randonnée et avait même préparé des provisions pour Rangé. Ce n'est pas juste de la curiosité, dit-il doucement tandis qu'il traversait la forêt. Tu crois que c'est personnel? Emily hocha la tête. C'est vrai. Ils parcoururent le dernier kilomètre à pied. Le sentier était depuis longtemps envahi par la végétation, et la carte d'Emily était obsolète. Mais Rangé semblait connaître le chemin, il s'arrêtait souvent, reniflant les broussailles, attentif aux changements d'odeur. L'air était plus froid ici, chargé d'altitude et de silence. Lorsqu'ils atteignirent le bassin, il était clair que l'endroit n'avait pas été abandonné aussi complètement que le rapport le laissait entendre. Des clôtures en bois étaient encore en partie debout, pliées, mais non effondrées. Une grande structure ressemblant à une grange s'affaissait sur un côté, mais portait des traces de pas fraîches dans la neige menant à sa porte latérale. Emily fit signe au silence. À l'intérieur du bâtiment, des rangées de cages rouillées étaient vides. Le long du mur du fond, des cartons scellés, mais étiquetés avec de fausses adresses de livraison, étaient posés. Malik s'agenouilla près de l'un d'eux et l'ouvrit. Des trousses médicales, murmura-t-il. Des sédatifs. Du matériel d'étiquetage. Quelqu'un se prépare à quelque chose. Emily se dirigea vers un classeur rouillé et l'ouvrit de force. À l'intérieur se trouvaient des pages déchirées d'un registre au nom, espèce, lieu et quelque chose qui lui glaça le sang, des dates, toutes récentes. Ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Rangé grogna, les oreilles dressées. Il se tenait près d'un étroit couloir menant à un bureau à l'arrière, le corps tendu. Emily dégaina son arme et fit signe à Malik de rester. Elle avança lentement, chaque pas résonnant contre les murs de bois. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle ne trouva rien d'autre que des papiers, des cartes, des croquis détaillés des routes maritimes, des points de chute et des images satellites marquées de cercles rouges. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait réactivé l'anneau, et Rangé l'avait trouvé. Plus tard, de retour au SUV, Emily resta assise en silence tandis que Rangé se reposait à ses côtés. Malik conduisait cette fois, la route serpentant à travers les pins et la neige.
Émilie regardait par la fenêtre, l'esprit agité, mais étrangement lucide. Il n'a pas simplement survécu, dit-elle à voix haute. Il est revenu pour me montrer. Malik jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit les yeux de Rangé s'ouvrir lentement. Il se souvenait de tout, demanda-t-il. Émilie hocha la tête. Et il a trouvé un moyen de me ramener au point de départ. La neige commença à tomber juste après midi, fine et légère comme une plume au début, flottant comme de la poussière à travers les conifères au-dessus d'Eagle-Esdro. Lorsqu'ils atteignirent le pied du versant, elle s'était épaissie en un rideau blanc, tourbillonnant et implacable. La piste qu'ils avaient suivie plus tôt avait déjà disparu derrière eux, engloutie par des chutes de neige qui effaçaient non seulement les traces, mais aussi le temps. Émilie ajusta la sangle de son fusil sur sa poitrine, son souffle formant des volutes aiguës dans l'air glacé. Malik marchait à ses côtés, les épaules voûtées sous le poids d'un lourd sac et conscient de ce qui les attendait. Il n'était pas un combattant, pas de formation, mais il y avait une force tranquille dans ses pas, un refus de détourner le regard. Rangé les guidait lentement mais avec conviction, sa démarche inégale mais déterminée. Les bandages de sa patte arrière étaient désormais renforcés par des bandages imperméables, et même s'il boitait, il n'hésitait jamais. Tous les quelques mètres, il s'arrêtait, le nez levé, puis ajustait sa direction comme s'il suivait une odeur que le vent lui-même ne pouvait emporter. Ils avaient presque 2 heures de route en forêt lorsque le terrain commença à changer, plus rocailleux, d'épaisses touffes d'épineux émergeant de la neige. Émilie leva la main et s'accroupit, scrutant du regard l'étroite crête devant elle. Un léger scintillement de neige remuée suggérait un mouvement récent. « Nous sommes proches », murmura-t-elle. Tous trois avancèrent dans un silence presque total. Les arbres s'éclaircirent, révélant une clairière bordée de pierres déchiquetées. Au fond, presque invisible sous une pente et le camouflage de la neige et des rochers, se trouvait une lourde trappe d'acier à un bunker. Émilie fit signe à Malik de se tenir à plat ventre et s'approcha lentement, sans bruit de pas. Rangé la flanquait, les oreilles en avant, le corps tendu. La trappe était verrouillée, mais pas scellée, elle avait été ouverte récemment, la neige alentour avait été balayée par les bottes, mais il ne restait aucune trace. « Ils sont à l'intérieur », dit soudain Émilie. Un bruit résonna dans l'air, un claquement métallique sec suivi d'un cri étouffé venant de l'intérieur. Émilie leva son arme. Malik fouilla dans son manteau et en sortit une petite lampe torche, l'abaissant. Puis un bruit inattendu retentit, un coup de feu. Avant qu'elle puisse réagir, Rangé bougea. Le monde devint flou, la neige explosa, un éclair de mouvement, puis un second coup de feu brisa le silence. Émilie s'agenouilla, arme au poing, scrutant les arbres trop tard pour voir d'où venait le coup. Et puis elle sentit le poids, Rangé s'était jeté sur elle, la projetant à terre juste au moment où le coup de feu frappait. La balle s'écrasa au sol, là où elle se tenait une seconde plus tôt. Rangé ne cria pas, mais son corps frissonna contre le sien. Rangé, hurla-t-elle tandis que le sang ruisselait sur son flanc, sombre et rapide sur la neige blanche. Mais il resta debout, les dents serrées, le regard fixé sur la lisière des arbres. Une silhouette apparut, un homme grand et étroit d'épaules, enveloppé dans une parka verte et une cagoule de ski, le fusil levé. Émilie n'hésita pas, elle tira une fois, l'atteignant au ras de la cuisse. L'homme s'écroula dans un hurlement, lâcha son arme et disparut dans la neige. Malik se précipita aux côtés de Rangé, les mains déjà appuyées sur la blessure avec un tissu. De part en part, dit-il, essoufflé. Pas d'os brisé, mais il perd du sang. Le visage d'Émilie était d'un calme glacial, mais enfoui sous ses yeux, il brûlait. D'autres voix résonnèrent dans le bunker, des pas, de la panique. Malik leva les yeux, la peur s'insinuant. Il pourrait y en avoir d'autres. Émilie hocha la tête. Alors on en finit. Elle appela des renforts par radio, donna les coordonnées et un rapport complet. Sa voix était d'acier dans le bruit parasite. Puis elle se dirigea vers le bunker et ouvrit la trappe d'un coup de pied. À l'intérieur, l'espace était faiblement éclairé et pollué par des résidus chimiques. 2 hommes se précipitèrent au fond, tentant de détruire des documents et d'éliminer des preuves. L'un d'eux prit une arme de poing, mais Émilie avait déjà franchi le seuil.
Shérif Carter, dit-elle, les mains là où je peux les voir. Ils ont gelé. 10 minutes plus tard, c'était terminé. Les hommes restants furent attachés avec des serre-câbles, les preuves étiquetées et rangées, sa blessure nettoyée et soigneusement bandée, fut transportée dans les bras de Malik. Dehors, le blizzard était devenu violent, le vent s'abattant sur les arbres comme une force vive. Mais Emily restait immobile, du sang et de la neige sur son uniforme, son fusil en bandoulière. Rangé reposait dans ses bras, la tête blottie contre sa poitrine, respirant faiblement mais régulièrement. Malik se tenait à ses côtés, silencieux, vigilant. « Ça va ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle, puis après un moment, je suis là. » Et cela suffisait. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas restée figée face à la peur. Elle n'avait pas laissé la perte dicter ses actions. Sur le moment, Ranger s'était jeté dans le danger pour elle, et elle s'était souvenue de ce que l'on ressentait à se battre pour quelque chose d'important et elle n'avait pas échoué. La tempête s'est calmée au petit matin, laissant Wisteria Falls sous un voile de pâle lumière hivernale. La neige recouvrait les toits et les sentiers forestiers en silence, mais ce silence n'était plus pesant. Il semblait pur, comme une page tournée, comme un souffle retenu après l'avoir trop longtemps retenu. Pour la première fois depuis des années, la shérif Emily Carter ne se sentait plus comme une silhouette évoluant dans le brouillard. Elle se sentait présente, éveillée, ancrée. Le réseau criminel s'est effondré dans les jours qui ont suivi. Grâce aux preuves retrouvées dans le bunker souterrain et aux aveux des 2 hommes arrêtés, les forces de l'ordre de 3 comtés ont pu retrouver les derniers membres du réseau de trafiquants. L'affaire a fait la une des journaux, opération illégale de trafic d'animaux démantelée après une effraction, affaire classée rouverte. Mais à Wisteria Falls, personne ne parlait de l'affaire. On parlait du chien orangé. Son histoire s'est répandue en ville bien avant qu'un journal ne la publie, comment il était revenu de la nature après des années d'absence, blessé mais déterminé, et avait conduit Emily, son ancienne maîtresse et amie disparue dans les bois pour terminer ce qui restait à faire. Les enfants chuchotaient à son sujet comme s'il était une légende, et les voisins âgés sont partis. Des friandises étaient posées sur le porche d'Emily, adressées aux plus braves des garçons. Au milieu de tout cela, Ranger était simplement allongé au soleil, une patte arrière bandée, les oreilles battant paresseusement pour chasser les mouches qui passaient, sans comprendre qu'il était devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand que lui. Il n'avait pas retrouvé sa force d'antan. La blessure avait guéri, mais pas proprement. Sa patte arrière boitait constamment, sa foulée était constamment irrégulière. Il ne pouvait plus courir, sauter ou traverser la forêt comme avant. Mais cela n'avait plus d'importance pour Emily. Elle avait fait un choix, Ranger restait. Elle l'a officiellement adopté 3 semaines après les dernières arrestations. Pas de cérémonie, pas de discours, juste des papiers, un nouveau collier gravé et une promesse discrète entre vieux amis. Sa nouvelle médaille indiquait « Retour Ranger ». Mais Emily n'en avait pas fini. La flamme qui s'était allumée en elle pendant l'enquête ne s'était pas éteinte avec la neige. Pendant des années, elle avait évolué comme l'ombre d'elle-même, accomplissant les gestes du service sans direction. Maintenant, avec Ranger toujours à ses côtés, elle voyait une nouvelle voie, une voie qui ne consistait pas à traquer le danger ou à enfermer les criminels, mais à préparer les autres à réagir avant que le danger ne frappe. Ce printemps-là, elle a déposé une proposition auprès du comté pour ouvrir un centre régional de formation canine de recherche et de sauvetage, juste à côté de Wisteria Falls. Ce centre collaborerait avec les forces de l'ordre, les premiers intervenants et les bénévoles locaux, proposant des formations pour chiens et maîtres chiens en recherche en montagne, en rétablissement après sinistre et en thérapie des traumatismes. Au cœur de cette initiative se trouvait Ranger lui-même. Il ne traquerait plus jamais, mais il pouvait parcourir le terrain, interagir avec de nouveaux chiens, assurer la stabilité lors des séances stressantes. Et, plus encore, son histoire, sa loyauté et sa résilience sont devenues la première leçon apprise par chaque stagiaire dès son premier jour. Il n'était plus une arme ni un outil, il était un enseignant. Alors que les plans du centre étaient finalisés, Emily passait ses soirées à surfer sur l'idée comme une vague. Un soir, alors qu'elle déneigeait le manteau de Ranger,
son regard croisa le sien empreint de cette sagesse tranquille que portent les chiens et elle pensa, tu t'es souvenu de moi. Tu t'es souvenu de l'amour. Ce mot lui est resté en tête et a donné naissance à un essai intitulé « Le chien qui se souvenait de l'amour ». Au départ, il n'était pas destiné à être publié, c'était plus une confession qu'un article, un témoignage, un éloge funèbre pour la femme qu'elle était, une lettre d'amour au chien qu'il avait sauvé du précipice. Mais Malik, toujours pensive, lut le premier jet un dimanche soir pluvieux à sa table de cuisine. Lorsqu'il leva les yeux, sa voix était ferme, « Ceci devrait être lu, dit-il, pas seulement par les gestionnaires, mais par tout le monde. » Elle l'envoya donc à une publication régionale, puis nationale, et à sa grande surprise, le texte devint viral. Partagé des milliers de fois, traduit en 5 langues, le visage fier et grisonnant de Ranger apparut dans des magazines et des revues en ligne sous des titres tels que « Cam 9 n'a pas seulement sauvé des vies, il a guéri un cœur humain ». Émilie ne courait pas après l'attention. Elle ne recherchait pas la célébrité. Mais à chaque courriel disant « Votre histoire m'a aidé à faire mon deuil » ou « J'ai adopté un chien adopté après avoir lu ceci », elle commençait à comprendre ce que signifiait vraiment la guérison. Ce n'était pas oublier. Ce n'était pas réparer. C'était choisir de rester ouvert, même après tout ce qui s'était passé. Quant à Malik, il resta aussi. Ils ne parlèrent jamais de ce qu'ils étaient, mais leurs vies commencèrent à se tisser tranquillement. Il se rapprocha du centre, fit du bénévolat en dehors des heures de travail et accompagna sa femme et Ranger lors de longues promenades sur les anciens sentiers. Il portait encore le souvenir de sa femme comme une pierre dans sa poche lisse à force de manipulation, jamais parti mais il souriait davantage maintenant et riait même. Par une fraîche matinée de juin, il s'est présenté avec une pancarte en bois sculptée à la main indiquant l'entrée du nouveau centre. On pouvait y lire « Ranger sa veine, recherche, sauvetage, guérison et espoir ». À la fin de l'été, le centre ouvrit ses portes. La première équipe fut diplômée en août, et moins d'un mois plus tard, un randonneur disparu fut secouru. Ce jour-là, Émilie se tenait au bord du terrain d'entraînement, Ranger allongé à ses pieds. Les montagnes s'étendaient au-delà d'elle, vertes et infinies sous le soleil de l'Oregon. Elle se pencha, passa la main dans la fourrure derrière ses oreilles et murmura « Tu es resté ». Ranger, comme toujours, leva simplement les yeux, la queue remuant autrefois lente, maintenant assurée. Nous ne choisissons pas où commence notre histoire, mais nous pouvons choisir qui nous accompagnera tout au long de sa progression. Ranger n'était pas seulement un chien rentré à la maison, c'était un souvenir qui refusait de s'effacer, une étincelle silencieuse qui ravivait une vie figée par le chagrin. Il rappelait à une femme qui avait tout perdu que guérir ne signifie pas oublier, cela signifie choisir à nouveau l'amour, même dans la douleur. Dans un monde qui évolue trop vite, où les blessures sont souvent cachées et la douleur inexprimée, le retour de Ranger était plus qu'un sauvetage, c'était un retour à l'espoir, une seconde chance, un murmure qui disait « Tu n'es pas seul ». Peut-être y a-t-il un ranger dans votre vie aussi ou peut-être pas un chien, mais un ami, un souvenir, un moment qui vous ramène à quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Laissez un commentaire et dites-nous qui vous a rappelé à persévérer. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires d'amour, de loyauté et les miracles du quotidien. Et que Dieu vous bénisse, surtout si vous souffrez, surtout si vous avez oublié comment recommencer, car quelque part, quelqu'un ou quelque chose attend encore de marcher à vos côtés.